Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land de votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 15 avril, conseil communautaire de Max, carillon à Bugloz, démonstration d'art floral, concert de l'harmonie municipale, concert de lune de la chance et pour finir, votre agenda. Vendredi, s'est tenu le premier conseil communautaire de Max depuis les dernières élections municipales. Conseil communautaire quelque peu remanié suite aux résultats de ces élections. L'ordre du jour était l'installation de ce nouveau conseil communautaire, l'élection de son président, de ses vice-présidents, ainsi que des membres du bureau. Notre équipe y était présente. Dans la salle Ladislas de Hoyos, au pôle culinaire de Seignos, outre les 51 conseillers communautaires, de nombreux spectateurs ont pris place pour assister à ce premier conseil communautaire. Un premier conseil quelque peu agité en début de séance, avant l'élection de son président, pour laquelle Éric Kerrouche, président sortant, et Lionel Camblan, nouveau maire de Seignos, se sont portés candidats. Après quelques échanges, Éric Kerrouche a été réélu avec 37 voix, face à Lionel Camblan qui a récolté 14 votes. La séance qui devait se poursuivre avec le vote des vice-présidents et des membres du bureau a été suspendue pour laisser aux conseillers d'opposition le temps de se mettre d'accord sur leurs revendications quant au nombre de leurs représentants au sein du bureau de la communauté de communes. Initialement, un vice-président et un membre du bureau leur étaient accordés. Éric Kerrouche, président de Max, a accepté que Tyros, Sosgor et Seignos soient toutes trois représentés au sein de ce bureau et a ouvert un autre poste à l'opposition dans un esprit de rassemblement. On est une communauté de communes. Si on commence à dresser les communes les unes contre les autres, je pense qu'on n'a pas compris grand-chose. Alors, franchement, il y a des dossiers sur lesquels on ne sera pas d'accord. Néanmoins, il faut qu'on travaille ensemble et ce dans l'intérêt, non pas de tel ou tel, mais dans l'intérêt des gens. Parce que je pense que quand on est élu, on est là pour travailler dans l'intérêt des gens. On peut avoir des conceptions différentes, mais je pense qu'on va réussir à faire avancer les dossiers ensemble. En tout cas, c'est mon souhait. Pour Lionel Camblan, la communauté de communes est importante et il ne s'inscrit pas dans une démarche d'opposition systématique. En revanche, il estime que Seignos, Sosgor et Tyros sont sous-représentés au vu de leur importance au sein de Max. Là aujourd'hui, on a acquis 3 postes de représentants, donc avoir 3 postes pour les 3 villes que sont donc Hossegor, Seignos, Tyros. Vu leur poids au niveau de la Max, je pense que c'est vraiment le strict minimum. Donc là, ce n'est même pas un exploit, c'est juste la logique même. Après, de manière globale, on a pu voir notre représentation. À chaque fois, on nous a proposé à peu près 16% des postes de délégués, des postes au sein des différentes instances, alors que nous-mêmes, nous posons quand même 30% des délégués aujourd'hui. Bon. On pèse 30% des délégués, 40% du budget, et on nous offre 16% de la représentation. Bon, tout est dit. Prochaine séance le 17 avril où le conseil communautaire élira le dernier vice-président, les membres du bureau et se penchera sur le budget 2014. La basilique de Bugloz est chargée d'histoire. Ce haut lieu de pèlerinage a vu des personnalités telles que Saint Vincent de Paul et la reine d'Espagne guérir à sa source miraculeuse. Aujourd'hui, de nombreux touristes continuent de se déplacer pour découvrir ses secrets et surtout écouter le carillonneur lors de ses concerts à ciel ouvert. Alors, la basilique de Bugloz a été construite à l'époque où Napoléon III a assaini les Landes. Donc, assaini, on a planté les perles, l'argent de la résine. Il y a eu de grosses fortunes dans le département. Qui dit fortune dit don. Donc, on a construit cette église en 1855. Simplement, à l'achèvement de la construction, le clocher n'était qu'à moitié de ce qu'il est actuellement. Et en 1895 est arrivé sur le siège d'Aire-sur-la-Dour, Monseigneur Delannoy, qui était un évêque du Nord, qui voulait installer un carillon dans cette église. Et donc il a pris contact avec la fonderie Paccard, qui était à Annecy, pour acheter un carillon. Et puis au fur et à mesure des finances, on a construit ce carillon. On est parti au départ de 4 cloches pour arriver à 60 actuellement. Les carillons sont surtout dans le nord de la France, dans les Flandres. Il y a 164 carillons. Il faut savoir qu'en France, on a 64 carillons. En Aquitaine, on n'en a que 3, donc on est très pauvre en carillon. C'était les tours de guet, principalement des hôtels de ville dans le nord, en haut desquels il y avait des guetteurs.
Et ces guetteurs, au Moyen-Âge, étaient là pour surveiller la ville et détecter tous les incendies, tous les périls qui pouvaient s'abattre sur la ville. Et la cloche, qui était dans ce beffroi, était le seul moyen de répandre l'alarme instantanément sur une ville entière. C'était un moyen de communication. Qui dit beffroi, donc dit signal, alarme, invasion, incendie, mais ouverture, fermeture des remparts, ouverture, fermeture des marchés. Donc pour tous les signaux qui s'égrenaient tout au long de la journée, il fallait plusieurs cloches, plusieurs sons différents pour que la population puisse savoir instantanément ce qui se passait. Actuellement, il reste 3 ou 4 fondeurs de cloches en France. Alors qu'avant, il y en avait absolument partout, puisque ici, lorsqu'on a voulu le carillon, on allait chercher des cloches à Annecy, parce qu'Annecy était réputé pour faire de très bonnes cloches. Mais ça avait fait scandale à l'époque, parce qu'à Dax, on avait déjà 2 fonderies de cloches qui fournissaient des devis bien moins chers. Ici, c'est des cloches, on a des cloches très aiguës, qui sonnent très faibles en puissance. Et on avait pensé, pour essayer de renforcer la puissance de ces petites cloches aiguës, lorsqu'on allait dans les aigus, mettre plusieurs cloches qui fassent la même note, destinées à sonner en une seule fois pour essayer de renforcer la puissance de ces cloches. Ici, sur 60 cloches, j'ai 3 octaves de notes, soit 34 notes de musique pour 60 cloches. La plus grosse fait 2100 kg et la plus petite 2,6 kg. Alors c'est du bronze, de l'érère, mais c'est un bronze très particulier qui a 78% de cuivre et 22% d'étain. Si vous réduisez l'étain à moins de 20%, ça va faire un chaudron. Et si vous le montez à 23%, juste quelques centièmes de plus, la cloche va être cassante, au premier coup elle va casser. C'est vraiment un alliage très précis pour trouver le pourcentage qui permet de sonner. Et à présent la cloche, une fois qu'elle est accordée, il n'y a pas d'usure ni de désaccordage qui s'effectue, quoi. Lorsque l'évêque a voulu son carillon, on avait un professeur de mathématiques qui était un peu un géotrouve-tout au sanctuaire, qui a construit cette machine qui est vraiment unique, qui a été reproduite quand même à 4 exemplaires à Montréal, à New York et à Port-Maine-dans-la-Mayenne. Mais le seul exemplaire qui reste actuellement, c'est Bugloz, les autres ont été détruites. Alors au lieu d'être des barres de bois que je vais enfoncer à coups de poing, ce sont des barres de fer qui sont libérées par des ressorts, qui sont tractées par des ressorts, que je libère avec un clavier piano traditionnel. Alors je fais tourner par mes pieds, j'ai 2 pédales comme des pédales d'harmonium ou de machine à coudre. Je fais tourner ce système pour réarmer les ressorts au fur et à mesure que je les déclenche pour pouvoir, sur la même note, pour pouvoir faire plusieurs coups en suivant. Mon prédécesseur était un prêtre qui avait des problèmes cardiaques, l'abbé Adrian, et qui avait le droit médicalement de jouer 1 fois par mois, mais il ne pouvait pas tenir le rythme avec ses pieds pour faire tourner la mécanique. Moi, j'avais 12 ans, je devais être enfant de chœur ou quelque chose comme ça, et comme je jouais du piano, le curé m'a dit ce sera toi qui viendras tourner la roue lorsque je joue. Et voilà comment j'ai repris le flambeau peu à peu. Les gens viennent à 15h30 lors du début de la séance, comme j'appelle ça une séance. Pendant une demi-heure, je leur racontais très vite fait l'histoire de Bugloz et l'histoire de ce carillon qui est assez particulier. Et après, je monte jouer 3/4 d'heure le carillon. Au point de vue répertoire, initialement, oui, on peut tout jouer. Dans la pratique, il y a quelques morceaux qui s'y adaptent moins lorsqu'il y a beaucoup de fois la même note répétée dans le même morceau où c'est quand même assez dur de suivre. Aujourd'hui, je vais commencer par le prélude au Tédéum de Carpentier, qui est plus connu comme a été l'hymne de l'Eurovision, pour finir à Claude François, comme d'habitude, un peu tout le répertoire. Pour découvrir ce patrimoine atypique et connaître toutes les anecdotes croustillantes de ce lieu, rendez-vous sur le site internet de Bugloz pour retrouver les dates des prochaines sessions du Carillon. Depuis plusieurs années, pendant la fête de la Tulipe est organisée une exposition florale le samedi après-midi. L'occasion de découvrir un art encore méconnu chez nous. Ce week-end avait lieu la 20e édition de la fête de la Tulipe à Souston. Christian Lavesque organise depuis 4 ans une démonstration florale. Quand on m'a confié la fête de la Tulipe, j'ai pensé que ce samedi après-midi, il y avait toujours un petit créneau pour les passionnés de plantes dont je fais partie. Et j'ai donc contacté un certain nombre de clubs de bouquets, que ce soit trop orientaux ou occidentaux. Et à ma grande surprise, ces gens qui sont extrêmement sollicités, y compris dans d'autres pays du monde, ont accepté de venir à Souston et d'y revenir depuis 3 ans parce qu'ils apprécient particulièrement le côté peu stressant de l'accueil, mais la gentillesse de la population. Donc finalement, on est vraiment très très content. Cette démonstration florale, puisque c'est une démonstration, est toujours centrée sur un thème, mais un thème suffisamment vaste et libre pour permettre toutes les interprétations. Et cette année, le thème, c'est vibration.
Alors, est-ce que c'est la vibration de la plante, de la fleur, d'autres objets? On a vu des ressorts de sommiers par exemple, mais on a vu aussi des vibrations de plantes et de feuilles travaillées pour représenter quelque chose d'autre qu'une feuille traditionnelle. Le thème de l'année prochaine sera fixé ce soir. Ça se prépare d'une année pratiquement sur l'autre. C'est ces dames qui réfléchissent. Elles ont 2 heures pour me trouver le thème de la saison suivante. Déjà, oui. La seule obligation dans le règlement, c'était d'utiliser des tulipes. Tout ce qui était contenant, tout ce qui était adjonction d'éléments nouveaux et autres du bouquet, c'était les clubs qui les amenaient. Mais l'imposition, c'était la tulipe hors et avant tout. C'est la première fois qu'on participe à la fête de la tulipe à Souston. Donc on a fait des bouquets en mettant la tulipe en valeur. Ils arrivent avec un certain nombre de choses dans leur tête de préparer, etc. Et tout est créé à partir de 14h30. Ils commencent leur création florale et bon, ça s'étale jusqu'à, on va dire, 16h30 à peu près. Mais tout est créé ici. L'ikebana, c'est l'art floral japonais. C'est avant tout un art où on travaille beaucoup avec des éléments ramassés dans la nature, auxquels on associe donc des fleurs de fleuristes. On travaille la ligne, on travaille également le côté épuré du bouquet et on travaille beaucoup en fonction des saisons. La tulipe, on la travaille quand même assez souvent en ikebana, étant donné que c'est la fleur du printemps pour nous, hein, donc on peut l'associer dans beaucoup de bouquets, que ce soit des bouquets traditionnels ou des bouquets modernes. La première année, on était parti sur l'idée d'un concours floral, ce qui stressait tout le monde, qui n'apportait rien. Donc nous l'avons transformé en démonstration, donc il n'y a pas de jugement et chacun est beaucoup plus libre et décontracté. Et ce qui explique qu'ils reviennent tous les ans, parce que ça leur permet de se préparer à de futurs concours en travaillant en public. En ikebana, il n'y a pas du tout l'esprit compétition. C'est une pratique, c'est un art de vivre, c'est une certaine philosophie. Donc si vous voulez, en fait, on passe des grades, comme en karaté en fait, mais il n'y a pas de compétition, c'est pas du tout dans l'esprit de l'ikebana. Merci aussi à la ville de Souston de nous avoir accueillis. Comment ne pas passer à côté des magnifiques chars de la fête de la tulipe? Des heures de travail pour créer le plus beau des chars. Qui a été le grand gagnant de cette édition 2014? Vous aurez la réponse en images demain sur TV Souston. Il y a quelques jours, l'harmonie municipale de Souston était de retour sur la scène de la salle Rojana. Un grand concert, une salle comble et des musiciens de tout âge. Samedi 5 avril, l'harmonie municipale de Souston se produisait pour la première fois de l'année devant une salle comble. C'est quand même la première fois que nous allons jouer à guichet fermé, ce qui évidemment est une énorme satisfaction pour nous, mais aussi un petit peu de frustration de devoir dire à certaines personnes qu'elles ne peuvent pas rentrer dans la salle. On a rajouté un maximum de sièges, mais là, quand on ne peut plus. L'harmonie a présenté à son public un répertoire récemment modifié. On l'a renouvelé aux 3/4. Mais on reste toujours un petit peu de classique, de la musique de film, de la musique festive espagnole, bref, de la musique locale que les gens adorent ici. C'est uniquement une décision du chef d'orchestre. Voilà, c'est de son ressort de choisir les morceaux. Par principe, il demande l'accord au bureau, évidemment, hein, au conseil d'administration, mais bon, on lui fait confiance, ça se passe toujours très bien, donc c'est lui qui les choisit. Je trouve que c'est un plus. Jouer toujours du même répertoire, ça devient presque ennuyant et du coup d'avoir des morceaux vraiment hétéroclites, c'est très important pour garder cette passion de la musique. Je pense à peu près pareil, c'est bien de changer un peu, de pas toujours faire le même répertoire, soit classique, soit que musique de film, faut bien changer un peu, ça c'est du renouveau quoi, c'est bien. Ce soir on va se produire quasiment à 65. C'est la première fois, moi on fait un duo, on va dire, je la double, donc ouais c'est la première fois, ça va faire bizarre. Comme Mélanie, je stresse un peu, c'est normal, voilà, sans le stress, c'est quelque chose vraiment de normal pour tout musicien. Il y a beaucoup de jeunes, donc qui sont issus pour la plupart du conservatoire de musique des Landes. Et il y a également des jeunes d'un certain âge et on a à peu près toutes les catégories d'âge. Les jeunes évidemment ils sont très très enthousiastes et les anciens apportent leur expérience. Maintenant dans les harmonies des Landes c'est vrai qu'on retrouve à peu près tout type d'âge, que ce soit des jeunes et des moins jeunes.
ça se passe bien. Enfin, les anciens, c'est un peu comme nos papiers mamies, tout le monde s'entend bien, quoi. Je pense surtout à Michel Lascore, qui c'est presque comme un mentor, il m'a vraiment donné des petits conseils pour vraiment progresser. Et c'est ça qui est bien dans cette harmonie, ce mélange des générations. C'est vraiment s'appuyer et s'élever entre guillemets grâce à ces personnalités vraiment très talentueuses. Voilà. Il faudra être patient pour voir le prochain concert de l'harmonie qui se déroulera au mois d'août pour les fêtes de Souston. Quand on aime l'harmonie, on aime bien y rester. L'assiette du Carambar accueillait la chanteuse soustonnaise Lune de la Chance en ouverture de saison. Un concert intimiste dans une ambiance chaleureuse, bien adaptée au répertoire de cette chanteuse à texte. Samedi dernier, à 20h30, au Carambar à Souston, avait lieu le concert de Lune de la Chance. Le projet Lune de la Chance est né en 2009, en Dordogne, à Sarlat, à Canada. Et c'était vraiment le début. Et en fait, j'ai rencontré mon bassiste, guitariste, soliste, et qui m'a accompagnée à la basse. Et on est venu dans les Landes en 2010-2011. J'ai fait pas mal de concerts, j'ai fait beaucoup de concerts, de bars, de camping, des choses comme ça. Et j'ai aussi eu la chance de faire des belles scènes, des belles premières parties. J'ai fait première partie de personnes locales, on va dire, comme Fabien Boeuf. C'est quelqu'un qui est connu, qui fait de la composition, qui est connu dans la région. Et j'ai fait la première partie de Mano à Vieux-Boucau l'été dernier aussi. La présence de Lune de la Chance a manifestement attiré tout type de public, dont un public averti. Donc moi je suis vraiment passionné par la musique, tout style confondu. Donc là, ce soir il y avait Lune qui jouait, c'est assez folk, elle a une super voix, donc moi je me suis déplacé pour voir cet artiste. Mais je pense que chanter dans les bars, c'est une façon de se faire connaître localement. Parce que quand on chante dans un bar, on fait de la reprise. En général, ça dépend si le bar il veut que de la reprise ou que de la compo. Moi, en général, sur un set comme ce soir, je vais faire de la composition, mais je vais aussi faire de la reprise pour varier les plaisirs, pour que les gens ils se reconnaissent dans les chansons qu'ils connaissent et puis qu'en même temps, ils en profitent pour découvrir les chansons qu'ils ne connaissent pas, qui sont les miennes. C'est hyper bien déjà pour la ville, pour les commerces de la ville, pour les bars notamment, qui est une dynamique culturelle, surtout des artistes qui viennent un peu de villes différentes. Donc ça permet d'avoir une bonne animation de la ville et puis mettre en valeur les commerces de la ville. Et c'est ainsi que artistes et restaurateurs ont pu être satisfaits de cette soirée. C'est jamais très simple parce que c'est en termes financiers, la prestation on la paye et on ne fait pas payer le client. Le client ne fait que consommer les prix normaux. Donc oui, c'est un petit peu compliqué. Il faut qu'on fasse des efforts, que l'artiste fasse des efforts. Mais bon, on y arrive. Le succès actuel des télécrochets n'est pas encore dans les projets de Lune de la Chance. Les télécrochets, non, j'ai pas du tout envie de participer à un truc comme ça, en réalité, parce que c'est trop dangereux en fait. C'est vraiment correspondre à un produit et je sais pas si j'ai forcément envie de rentrer dans un système comme ça où en plus la pression elle est énorme. C'est vraiment, il faut chanter comme ça, il faut avoir telle voix, il faut être à la mode de telle voix et en fait c'est pas vraiment se correspondre, c'est pas être fidèle à soi-même forcément. Donc non, pour l'instant ça m'attire pas. Après, pour délirer peut-être, pour s'amuser, pour un pari, se retrouver à faire... Après, j'aurais peut-être un peu peur, moi, des critiques, des juges et tout ça, donc voilà. Et maintenant, voici notre agenda. Samedi 19 avril, vous pourrez aller admirer une exposition philatélique aux salles municipales de Cabreton. Et le soir, vous aurez le choix entre un concert-spectacle poético-musical à la Benne par Guitarland
et un ciné-concert allumette pour les enfants à partir de 5 ans à l'espace culturel Rojanin de Souston. Dimanche 20, c'est un spectacle de chant et force basque qui vous attend à Moliette-Sema au fronton municipal. Alors qu'à la salle Rouchet, ou toujours à Souston dans le cadre des dimanches en hiver, la compagnie La Luberlu vous présentera son spectacle Murmure de comptoir par 3 commères hollandaises à l'énergie explosive. Et nous vous rappelons que depuis le 12 avril, c'est le printemps des Landes. De nombreuses activités vous sont proposées un peu partout dans la région, tous les jours. Du surf en passant par la cuisine ou des courses d'orientation. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vais vous retrouver vendredi 18 avril pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.